Derrière la façade de Julie Pichot et Xavier Deleu, un film coup de poing qui dit en substance la même chose que le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, sauf qu'il date de 2018. Alors pourquoi plus de bruit aujourd'hui qu'il y a 4 ans? Ça fait partie des questions qu'on va se poser avec nos invités que je vous présente tout de suite. Catherine Deroche, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR de Maine-et-Loire, présidente de la Commission des Affaires sociales. Vous serez la présidente de la commission d'enquête lancée au Sénat sur le fonctionnement des EHPAD. Marc Bourquin, bienvenue à vous également. Vous êtes conseiller stratégie de la Fédération hospitalière de France qui représente notamment les EHPAD publics. Vous êtes ancien directeur en charge de l'autonomie de l'ARS, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Luc Broussy, bienvenue à vous également. Vous êtes directeur du mensuel des maisons de retraite, ancien délégué du CINERPA, c'est le syndicat national des maisons de retraite privées, et vous êtes le co-auteur avec Jérôme Guedj de l'étude, je cite, « L'EHPAD du futur commence aujourd'hui ». Xavier Deleu, bienvenue à vous également. Vous êtes le co-réalisateur du film que l'on vient de voir. Les EHPAD, un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup. Votre dernière enquête, c'était pour Pièce à conviction en 2020, et ça s'appelait « Covid-19, que se passe-t-il vraiment dans les EHPAD ?» Avec nous également, mais à distance, Marie-Hélène Lanier, bienvenue. Vous venez de Mouzon, en Charente. Au travers de votre défunt mari, vous avez fait l'expérience des EHPAD, publics comme privés, dans le groupe Orpea, et vous nous raconterez ce qui s'est passé. Je précise tout de suite pour nos téléspectateurs que nous avons contacté les représentants d'Orpea et de Corian, et qu'aucun n'a répondu favorablement à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une question préalable qui s'impose, il me semble. Ce documentaire, je le disais, date de 2018. Je ne me souviens pas qu'à l'époque, il y ait eu avalanche de réactions et de mesures politiques, en tout cas pas celle à laquelle on assiste aujourd'hui. Xavier Deleu, vous arrivez à vous expliquer pourquoi ça a autant d'effets aujourd'hui? D'abord, on est dans une période préélectorale, donc c'est toujours des sujets qui permettent aux politiques de faire des promesses. Je pense que ça peut être récupéré de cette manière-là. Puis après, je pense que nous, dans notre métier de journaliste, de réalisateur, le but, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire que Julie Pichot et moi-même avons fait ces dernières années, depuis 2017, quatre documentaires, dont certains durent 1 h 30. Il y a eu des enquêtes sur le vieillissement ou sur les EHPAD dans presse écrite, d'autres confrères en radio s'y sont attelés. Donc je pense qu'il y a une sorte de sédimentation en quelque sorte. Et qu'à la fin, ce serait l'accumulation qui fait qu'à un moment donné, finalement, on s'en préoccupe, quoi. Oui, il y a l'accumulation. Et puis, quelque part, je crois que voilà, c'est une aide-soignante qui dernièrement disait ça. En fait, là, on touche à Orpea, on touche au numéro 1 mondial. Enfin, ce sont des groupes français, mais ce sont des multinationales aussi. Et au fond, on a parlé notamment dans ce livre d'un EHPAD qui coûte à 10 000 € par mois. Donc, j'ai l'impression qu'on touche là, non pas à un EHPAD. Vous voyez, je crois que ça touche des gens dans les beaux quartiers de Paris, cette fois-ci. Ça touche les gens peut-être dans les milieux politiques. Catherine Deroche, c'est vrai qu'on a du mal à s'expliquer pourquoi ça a fait autant de bruit cette fois-là. Alors que, vous l'avez dit, il y a eu vos documents, il y en a eu d'autres, il y a eu des articles. Je pense à l'Obs qui avait écrit un long article sur le sujet. Oui, il y avait eu des articles, il y avait eu le sujet d'une forme de maltraitance dans les établissements. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas l'apanage du privé par rapport au public. Et c'est très variable d'établissement à l'autre. Le livre, ça, on y viendra sur le fond. Oui. Mais la surprise, on a l'air de tous tomber de notre chaise. On le découvre. Je crois que la surprise, elle a été peut-être par rapport, en effet, à ce que vous dites. Je partage un peu ce que vous dites, en disant avec des prix de journée pareils, si je puis dire, un tel coût pour les familles, comment se fait-il qu'il y ait une forme de rationnement des soins qui était que certains n'imaginaient pas forcément. Mais régulièrement, il y avait des rapports sur le fonctionnement des établissements. Le Sénat, la Commission des affaires sociales du Sénat en a fait, sur en effet le modèle de l'EHPAD de demain, la part entre EHPAD et domicile. Mais alors vous, en tant que sénatrice, vous avez le sentiment d'avoir découvert des choses ou vous le saviez? Je pense que, et c'est ce pourquoi on fait notre commission d'enquête, c'est qu'on va axer sur le contrôle, c'est contrôler qui contrôle et qu'est-ce que l'on contrôle. Je pense que dans le système qui est défini par le livre, ce qui est notable, c'est cet aspect très centralisé de décisions qui sont prises à un groupe au haut niveau et comment ça se répercute sur les établissements eux-mêmes et surtout, justement, comment on contrôle ce qui se passe tout là-haut, si je puis dire, au niveau du siège du groupe et comment ça se répartit sur les EHPAD. Permettez-moi juste un chiffre quand même. En 2017, je suis allé dans la région Bourgogne où j'ai pu interroger le patron de l'ARS. Dans cette région, il y a 400 établissements. Combien d'établissements sont contrôlés par an par les ARS?
dans les contrôles. On y viendra à la question des contrôles, 15, si vous le voulez bien. 15. Procédons Donc, par ordre et terminons ce tour de table, si vous permettez, sur cette question du bruit médiatique que fait ce livre, le livre de Victor Castanet, et ce reportage que nous diffusons, que nous avons diffusé à nouveau sur Public Sénat. Moi, j'ai une autre explication, mais qui plaira peut-être pas. C'est que je crois que le bouquin de Victor Castanet est extrêmement documenté. Quand les documentaires, parce qu'ils en ont fait plusieurs, réalisés par Xavier Deleu et Julie Pichot, sont une caricature. Sont d'une partialité totale. On a le droit de faire ce type de reportage, mais vous voyez bien que le reportage qu'on vient de voir est un reportage à charge et uniquement à charge. Donc quand on cherche ce qui ne va pas, on le trouve. Quand il y a 600 000 personnes hébergées au moment où on parle dans un des 7 000 EHPAD de France, je peux vous dire qu'au moment où nous parlons, au moment où vos téléspectateurs nous écoutent, il y a sûrement des choses qui ne vont pas à l'instant T où on parle. Donc tout ça, évidemment, est une mécanique tellement compliquée, tellement complexe, tellement humaine. Mais alors vous allez dans mon sens. En l'occurrence, ce reportage n'a pas fait énormément de bruit en 2018. Oui. Le livre de Victor Castanet, dont vous dites qu'il est particulièrement documenté, fait plus de bruit aujourd'hui. Absolument. Alors d'abord, il a été relayé par Le Monde, ce qui aide toujours à donner une forme de légitimité. Oui, mais ce qui donne une forme de légitimité, c'était la porte d'entrée dans le débat. Et il y a peut-être eu effectivement une prise de conscience au fur et à mesure de l'accumulation de ce type de reportage. Et puis qu'il y a eu aussi, mais on y reviendra j'imagine, le fait qu'à un moment donné, tout ça a été suspendu par la volonté politique de faire une loi, et que l'abandon de cette loi fait que du coup, ça crée un décalage. Oui, il y a des problèmes, oui, ils ont été constatés, on pourra avoir des analyses différentes d'ailleurs sur la nature de ces problèmes, mais de fait, on a eu l'impression que le pouvoir public ne voulait pas résoudre ce problème. C'est peut-être ça aussi qui a créé cette émotion collective depuis 3 semaines. Marc Bourquin, je vous promets de vous donner la parole dans une seconde, mais comme vous avez été un petit peu attaqué, Xavier Deleu, vous avez peut-être envie de répondre ? Ben, écoutez, c'est le jeu habituel de quelqu'un qui, ici en plateau, ne paraît peut-être pas pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est un lobbyiste. Encore une fois, vous l'avez présenté comme quelqu'un qui, depuis 1993, en tout cas a passé 13 ans, je crois, à la tête du CINERPA, l'agence... le syndicat des maisons de retraite privées. Aujourd'hui, je crois que c'est un membre de votre famille, en tout cas, qui en est à la direction. Mais c'est quelqu'un aussi qui... qui a perdu... Vous voulez, mais ça ne change rien au fond. Ce que je veux dire, c'est que il fait son métier. Il fait son métier qui consiste à dire oui, mais ce sont des faits divers, ce sont des faits isolés. Mais enfin, vous avez toute la France aujourd'hui, toute la France. Vous avez aujourd'hui des membres du Sénat, vous avez aujourd'hui des membres des députés, vous avez aujourd'hui la Cour des comptes, vous avez aujourd'hui un certain nombre d'institutions qui s'étonnent de ce que l'on voit dans ces reportages. Et il n'y a pas que celui-ci, on en a fait de très nombreux derrière. Je vous mets au défi de me citer quelle information donnée dans ce reportage est fausse. Alors, on ne va pas tomber dans le duel ni de le règlement de compte, c'est dit, vous avez répondu. Je vais donner la parole à Marc Bourquin. Oui, alors, bon, pour ne pas répéter ce qui ont été dit par les autres intervenants, moi, je veux croire qu'on ne va pas en rester simplement à Poulia sur à tel endroit, il y a eu... Arros sur tel groupe, Arros sur telle maison de retraite. On va y venir, débat qu'il faut avoir. Ouais. Mais je ne pense pas qu'on améliore énormément la situation des aînés dans notre pays si on en reste là. Si on en reste là. Et on n'en reste pas là, d'ailleurs, c'est tout l'objet. Parce que moi, je pense qu'il y a derrière aussi une évolution démographique qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent concernés par ce sujet. Et de ce point de vue-là, c'est tant mieux. Après, il y a aussi le fait, et là, Luc Bourcy indiquait que à plusieurs reprises, les pouvoirs publics ont avancé vers le sujet et puis finalement ont décidé de ne pas le traiter, ou en tout cas pas complètement, pas en profondeur. Et ça, c'est maintenant, à mon avis, ce qu'il faut mettre sur la table après ces moments que nous vivons aujourd'hui. Marie-Hélène Lanier, vous avez vécu ces questions-là de l'intérieur et au plus près, puisque c'est votre mari qui a été en EHPAD public d'abord, puis privé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous, dans ce que votre mari a vécu et de ce que vous avez pu observer? Mon mari avait de la maladie de Parkinson depuis 2018. Et donc, je ne pouvais plus m'occuper de lui, car j'étais très fatiguée et j'ai dû le placer en structure le 2 décembre 2019. Donc, j'étais très contente parce que je trouvais l'EHPAD très bien, bon accueil, un gros bouquet de fleurs sur sa table, infirmière et directrice très gentilles nous ont mis en confiance. Et quelques jours plus tard, 15 jours plus tard, mon mari se plaignait du mal aux fesses. Et j'ai constaté qu'il avait un escarre grand comme ma main aux fesses.
Donc, j'ai appelé tout de suite la directrice qui est venue voir, qui est venue. Donc, après... Ça vous rappelle des souvenirs douloureux, on imagine, mais il y a eu ce problème d'escar, il y a eu aussi un jour où vous avez, je crois, en préparant cette émission, c'est ce que vous nous aviez dit, demandé un rendez-vous avec un médecin et on vous proposait un rendez-vous 10 jours plus tard. Voilà, il n'y avait pas de médecin à l'EHPAD. Et donc, j'ai demandé à mon médecin traitant un rendez-vous où je l'ai emmené le lendemain. Et il a été très surpris de voir un escar très important, pestilentiel, et il a hospitalisé d'urgence en hôpital à Girac. Donc, le docteur de l'EHPAD avait trouvé un docteur au dehors de l'EHPAD qui devait passer que dans 8 jours. Et 8 jours, c'était trop tard pour mon mari, il aurait été décédé. Quand j'ai enlevé mon mari de l'EHPAD pour le mettre en USLD à Confolens, il est sorti le même jour avec 42 fièvres, 7 de tension, un escar pestilentiel important, une couche souillée, pas de pansement, un escar aux fesses, au talon, et les infirmiers n'ont jamais vu une chose pareille. Ce qui ressort des témoignages de manière générale, ce qui ressort de votre film, ce qui ressort du livre, c'est quand même l'idée d'un business potentiel autour de cette dépendance. Faire du chiffre, faire des marges, faire des économies surtout dans les EHPAD privés. L'exemple le plus frappant dans le film, c'est le budget nourriture. Je voudrais qu'on regarde un extrait et on en parle ensemble après. La direction générale d'Orpea impose un budget par jour à toutes ces maisons de retraite. 4,22 €. Ce que l'on appelle le CRJ, coût repas journalier. Avec ça, il doit assurer le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Les petits déjeuners, ils sont standardisés, les petits déjeuners. Chez nous, on a un micro-pain, donc vous savez, la petite plaquette de 10 grammes de beurre, pour faire les tartines le matin. Il suffit qu'on ait 3-4 résidents qui mangent un micro-pain de plus, et ben ça peut nous faire 1 centime à la fin du mois de différence de budget. Et donc là, effectivement, ça peut aller très très vite. Je vous parle des micro-pains, mais après un yaourt de plus à midi, une compote de plus à 4 heures, tout ça peut faire effectivement qu'on ait un dérapage de budget. Et là, après, on a des comptes à rendre tous les mois. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est très très compliqué. On peut se faire taper sur les doigts si on n'a pas atteint les objectifs. Oui, oui, bien sûr. On est à un yaourt près, on est à 2 ou 3 mini-pains. Oui. Sur une journée, oui, bien sûr. Vous allez tous pouvoir réagir. Hein. Catherine Deroche, ça donne l'impression que les EHPAD privés font du business autour de la dépendance. Je ne vais pas répondre de façon aussi simple, parce que si là on est sur une forme de défaut de soins aux personnes qui sont hébergées, aux résidents, moi j'ai des témoignages d'une forme de désintérêt pour le résident. J'ai des collègues qui m'ont parlé de leurs parents mis en maison de retraite dans des établissements publics plutôt de zones rurales où le défaut de personnel fait qu'à un moment, on a forcément moins de temps à consacrer aux résidents. Donc je pense que ce n'est pas qu'un problème privé-public. Ce qui, en revanche, peut choquer, et je pense que c'est ça ce qui choque la population, c'est de voir en effet des grands groupes très structurés financièrement et d'organisation, avec des prix de journée, je le disais tout à l'heure. Mais ça ne vous choque pas, vous? Mais dites, si, ça choque les Français, mais est-ce que ça vous choque? Oui, mais bien sûr que ça paraît choquant, mais bon, la commission d'enquête dira quels sont les tenants et les aboutissants. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un minimum de soins à apporter aux résidents que l'on a pris en charge, et que lorsque le parallèle entre les bénéfices réalisés ou les marges réalisées se font au détriment en partie de la qualité du soin, c'est bien évidemment inacceptable. Inacceptable. Luc Brossy. Que répondre à ça? C'est vrai que... Oui, vous avez deux questions. La première, de manière un peu générale, c'est au fond, est-ce qu'il y a une place pour des EHPAD à caractère commerciaux? Ils sont aujourd'hui 22% des EHPAD en France. Donc si d'abord c'était le problème général, c'est 22%. Si je reviens sur le repas, il y a une notion qui est dans le reportage qui s'appelle le CRJ, le coût repas journalier. Oui, absolument. Il est dans les établissements. C'est ça que l'opinion publique, les citoyens ne peuvent pas comprendre si on leur explique. Alors dites-le. Il est de 4,50 € à peu près dans des grands groupes privés. Il est
Marc Bourquin me corrigera s'il y a besoin, de 5,50, 6 euros dans le public. Bon. Donc voilà, quand on dit à une personne, vous voyez, des personnes âgées dans un EHPAD vont manger entre 4,50 € et 6 €, tout le monde considère que c'est insuffisant. C'est le coût des vivres, uniquement des vivres. En réalité, un repas, une journée repas, c'est 15 € environ, quand vous rajoutez le salaire de la cuisine, le service, etc. Donc 4,50 €, c'est les vivres. Et quand Orpea, effectivement, commande 12 millions de repas par an, bah oui, ils ont une puissance d'achat sur les vivres un peu plus forte que les pâtes. Donc pour vous, c'est normal qu'il soit un yaourt prêt à une compote. Mais non, mais ça c'est faux. Alors ça c'est faux. Mais ça c'est faux. Voilà, alors, parce qu'il y a autre chose qui vaut pour le reportage qu'on vient de voir, comme pour le livre. Il y a aussi à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut que le débat public ait lieu. C'est que là, on donne pour la vérité le témoignage d'une personne. Ce monsieur dit, j'ai pas le droit à un yaourt supplémentaire, donc c'est la vérité. Ben non. Voilà. D'accord. Alors, non, alors, si vous voulez savoir, moi je suis allé aux Opalines, c'était pas 4,20 €, monsieur. C'était 3,62 €. Le directeur général du groupe l'a reconnu, j'avais les chiffres. Mais il est isolé, ce témoignage il est isolé, ce témoignage, ou pas? Il n'est pas isolé du tout. Voilà. Je vous cite les Opalines, je vous cite Corian. Chez Corian, c'était 4,20 € par repas. Laissez-moi finir. 4,90 € quand on avait le luxe de se payer une chambre au-dessus de 200 € par jour. D'accord, mais les économies sur les yaourts, sur les compotes, est-ce que c'est isolé? C'est un cas isolé? D'abord, c'est pas un cas isolé. On en a partout. Sur tout le sujet, si vous voulez qu'on fasse une émission, qu'on fasse même ici une semaine complète d'émissions, de reportages, de témoignages, la nourriture, la maltraitance, etc., dans l'intégralité des groupes, et puis la semaine d'après, on le fera dans le public si ça vous intéresse, on trouvera ça partout. C'est un problème que des groupes privés. Laissez-moi finir. Vous avez dit tout à l'heure. Moi, c'est un problème que des groupes privés. Si vous aviez regardé les reportages, vous verriez que je suis aussi allé dans un EHPAD public où l'on nourrit pour 6 € par jour de denrées, le fameux coût... Donc c'est le 1,50 €, c'est là où vous mettez la morale, entre 1,50 € de différence. Lorsque j'ai posé la question au directeur de cet EHPAD public, comment faites-vous pour nourrir les gens avec 6 € par jour, il m'a dit c'est extrêmement dur. Alors imaginez avec 4,20 €, imaginez avec 3,80 €. Le problème, il n'est pas juste d'avoir ça dans son assiette, encore une fois. Le problème, si ça crée des problèmes et des problèmes de dénutrition, c'est qu'à nouveau, il faut corréler ça. Vous avez beau avoir des denrées, vous pourriez mettre 15 € par... Si vous n'avez pas le personnel, et dans ces grands groupes, on n'a pas le personnel, on ne met pas le personnel, vous payez 3 000 € par jour, vous n'avez pas de personnel par mois, de personnel supplémentaire pour vous donner à manger. Marc Bourquin, ça vous semble être une réalité? Alors, on parle de yaourt, on parle de compote, ça paraît trivial, mais c'est quand même le quotidien de ces résidents en EHPAD, et donc de ces employés qui seraient obligés de rationner la nourriture. Moi, je peux vous parler de ce que je connais. Oui. Et je peux vous affirmer que, sauf exception condamnable, dans les EHPAD publics, on ne rationne pas la nourriture. Clairement. Je n'ai pas dit qu'on l'a rationné dans le secteur privé. Il y a des témoignages qui vont dans ce sens et qui doivent être contre-argumentés. Et puis effectivement, et là c'est vrai, c'est pas le coût du repas. Ce qui compte dans la fonction restauration dans un établissement, c'est l'ensemble du processus qui va permettre d'apporter un repas le plus varié possible, adapté le plus possible au goût des personnes, aux textures, en fonction de leur état. Et ça, c'est clairement ni 4 ni 6 €. Hein. Donc il faut... Le sujet, c'est pas seulement... Là, on parle des denrées alimentaires. Et donc, les denrées alimentaires dans le secteur public, il n'y a aucun groupe public, aucun établissement public qui sert 12 millions de repas, c'est clair. Il y a beaucoup plus de liens avec des producteurs locaux. Et moi, je trouve que ce qui est très important dans ce qu'a dit madame, c'est la question de la disponibilité médicale. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est un sujet sur lequel la FHF interpelle les pouvoirs publics. Nous sommes favorables à ce qu'il existe des médecins en capacité de prescrire dans tous les établissements. Ça n'est pas Parce qu'il n'y a pas de médecins aujourd'hui, il n'y a pas assez de médecins. La situation est très différente selon les établissements. Et c'est vrai que dans le secteur public, évidemment, je défends le secteur public, mais parce que c'est quelque chose de factuel, il y a beaucoup plus fréquemment un médecin salarié attaché à l'établissement. Ce qui n'est pas le cas dans les EHPAD privés. Catherine de... Oui, ça, sur la médicalisation des EHPAD, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Pourquoi? D'abord parce que la santé des personnes qui sont hébergées est de plus en plus lourde à prendre en charge. Les gens arrivent beaucoup plus tard en EHPAD
et souvent avec des polypathologies. C'est un réel sujet, celui de cette prise en charge médicale d'EHPAD. Parce que le problème dans le fonctionnement des EHPAD, c'est qu'on a un côté très hébergement, avec toutes les difficultés que l'on a, qui sont celles, en effet, de la prise en charge de l'hébergement, et le côté soins. En plus, comme on a 2 tutelles... Oui, c'est pas de l'hôtellerie, quoi. Une tutelle, oui, c'est pas simplement de l'hôtellerie. Et les deux sont liés. La santé d'un résident, un résident en bonne santé, forcément, sera moins sujet à maltraitance qu'un résident en moins bonne santé. Et puis le manque de personnel, le manque d'attractivité des métiers, Mais cet aspect soin, pardonnez-moi, Marc Bourquin, qui le contrôle dans les EHPAD? Alors, mais attendez, avant d'aller sur le contrôle, parce que... Non, mais allons-y. Depuis un moment, on parle que de contrôle. Alors, le contrôle, c'est important, mais c'est un peu comme dans le domaine, vous savez, de l'insécurité. Tout ne dépend pas de multiplier les patrouilles de police. Mais là, c'est pareil. D'abord, parlons de la réglementation, de la législation. Aujourd'hui, la législation, elle fait que pour les 2/3 des établissements, il n'y a pas de médecin salarié parce que le forfait, le budget qui est alloué à l'établissement, ne le contient pas. D'accord. Et alors, il y a un médecin coordonnateur, mais qui ne peut prescrire que pour simplifier, qu'en cas d'urgence. Ce qui est ridicule. Exactement. Et donc, en fait, là, il y a une défaillance de la réglementation. J'ai même pas l'impression. Mais est-ce qu'il y a défaillance des contrôles? Pardonnez-moi, on va quand même y aller sur cette question des contrôles. Je ne veux pas fuir la question des contrôles, mais si on veut améliorer et éviter les situations que Madame décrivait, il faut qu'il y ait un médecin attaché à l'établissement. Madame Lanier, justement, je reviens vers vous parce que vous en avez demandé un contrôle, vous. Quand votre mari est décédé, vous avez envoyé un courrier, je crois, à l'ARS qui vous a répondu, qui vous a dit on va lancer une enquête. Qu'est-ce qu'elle a donné, cette enquête? Est-ce qu'elle a eu lieu? Non. L'enquête a donné qu'il y avait un dysfonctionnement de la prise en charge et le suivi global de l'état global de mon mari. Et ça vous a satisfaite comme réponse? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On a quand même un problème avec cette histoire de contrôle et d'enquête, non? Oui, mais alors justement, faisons le lien entre vos 2 dernières questions. La première, c'est que il faut bien comprendre que le calcul des dotations soins des établissements, qu'ils soient publics, privés, associatifs, c'est le même. Et c'est normal qu'il soit le même, puisque que vous soyez assuré social et vous décidez d'aller dans un établissement public ou privé, vous restez un assuré social. Donc il est normal que la prise en charge des soins et de la dépendance soit calculée comme tout assuré social. Donc quand il y a 2 aides-soignantes la nuit, dans un établissement public, associatif ou commercial, c'est parce que la dotation qui vous est délivrée par l'ARS ne permet pas d'en avoir plus. C'est là où il faudra amender le débat public. Et je reviens à vos contrôles. Vous comprenez bien la logique. Il y a un contrôle de l'Agence régionale de santé. Monsieur le directeur, vous n'avez pas assez de personnel. Ah, très bien, monsieur l'ARS, mais c'est vous qui me le payez. Donc vous m'augmentez l'enveloppe et moi j'aurai autant de personnel que vous voulez. Oui, alors donc on a un peu l'impression de l'extérieur, pardonnez-moi, que tout le monde se renvoie la balle. C'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire que si l'ARS vient contrôler la quantité de personnel, le directeur est en droit de lui dire mais j'ai autant de personnel que vous me donnez. D'accord, elle contrôle et reproche quelque chose qu'elle a le pouvoir de changer. Non, attention, non, l'ARS, elle n'a aucun pouvoir. Vous savez, c'est le législateur. Première chose, comme vous le savez. Alors ça va être vous, Catherine Deroche. Voilà, comme vous le savez, l'argent ne pousse pas sur les arbres, semble-t-il. Donc, l'ARS, elle ne distribue que l'argent qu'elle n'a ou qu'elle n'a pas. Donc, là, la question, c'est un des éléments essentiels du débat, c'est de paramétrer les ressources des établissements de telle manière à ce qu'ils puissent répondre aux besoins des personnes qui sont hébergées dans les EHPAD et qui doivent avoir, pour lequel c'est un lieu de vie et un lieu de soins. Et pour faire ça, il faudra effectivement, on va peut-être y venir, il faudra mettre des moyens. Alors, et après, effectivement, il y a un deuxième sujet, c'est la transparence de l'usage des fonds. Est-ce que la solution, ce serait de tout rendre public? C'est la question que vous posiez tout à l'heure, et vous avez raison, on l'a tous un peu entendu ces derniers temps dans la bouche des candidats à l'élection présidentielle, ou en tout cas de certains, je pense notamment au communiste Fabien Roussel, qui dit vouloir exproprier Orpea, et je le cite, sortir nos aînés des griffes de la finance. Alors pourquoi cette idée? Les EHPAD publics sont-ils vertueux à ce point? On apprend en tout cas dans le film qu'ils ont déjà plus de personnel. Regardez. Selon un rapport parlementaire de mars 2018, les EHPAD privés commerciaux n'emploient que 49 équivalents temps plein pour 100 pensionnaires, contre 65 employés pour 100 places dans les EHPAD publics. Xavier Deleu, est-ce qu'à l'issue de vos multiples enquêtes sur le sujet, vous vous dites après coup, effectivement, peut-être le public, c'est la panacée?
Non, pas du tout. Et c'est pas du tout. Enfin, moi, je suis pas du tout un combattant pro-public, anti-privé. La question, elle se pose pas du tout en ces termes. Julie Pichot, moi-même, je crois que les confrères qui avons travaillé là-dessus, on va là où on a des témoignages que des choses se passent. Et là, probablement, où parfois, les mêmes témoignages sont d'autant plus obscènes, si vous voulez, que effectivement, quand on corrèle avec les bénéfices de ces groupes, qui n'ont cessé d'augmenter, c'est très rigolo quand on suit les chiffres, ne serait-ce que ces 5 dernières années, plus c'est obscène, plus finalement on a envie de gratter là-dessus. Mais on ne dit pas du tout que le meilleur des mondes se trouve dans le public. Et je suis absolument d'accord avec le fait que le taux d'encadrement dans le privé et dans le public est largement insuffisant. L'État le dit depuis 2006, l'État le répète partout sans arrêt et va le redire probablement dans quelques heures ou dans quelques jours. Donc, après, au fond, la question que l'on ne pose jamais, mais qui se pose, et finalement qui se pose avec ce reportage, il aura fallu la mort d'une résidente dans un EHPAD Orpea au Magnolia pour que, au lendemain de ce décès, un personnel supplémentaire, une infirmière supplémentaire soit placé dans cet établissement. La question, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant. Et pourquoi on ne le fait pas de manière générale. Et pourquoi, finalement, quand... Il faut des reportages, des documentaires, des articles pour que, finalement, on s'empare de la question. Oui, et juste ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on paye 3 500 € dans un EHPAD et qu'on se dit « Papa, maman le vaut bien, je mets cet argent », il ne faut jamais oublier que l'État, en parallèle, pour la prise en charge de son parent, met 1 700 € par mois. On est d'accord. Donc, au fond, la question, c'est, sur ces 3 500 € par mois pour l'hébergement, est-ce que vraiment on en a pour son argent? Pas seulement dans l'assiette, pas seulement dans la lingerie, quoique souvent, il faut payer encore un plus. C'est au fond ça la question. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, finalement, que... finalement, quand on paye 3 500, parce qu'on en a les moyens, finalement, on arrive à trouver un tout petit peu plus de monde dans la chambre, au pied de son parent. Est-ce que pour autant, Luc Broussy, il faudrait, alors je connais d'avance votre réponse, mais je vais vous laisser la formuler, il faudrait nationaliser tous les EHPAD, ou est-ce que c'est de toute façon impossible? C'est évidemment impossible. Je reviens sur un chiffre quand même. 10% des EHPAD en France ont un prix de journée de moins de 1 900 € et 10% de plus de 2 900 €. Oui, ça veut dire que l'immense majorité des établissements, qu'ils soient publics ou privés, se situent entre 1 900 et 2 900 € par mois. La variabilité étant certes public-privé, mais aussi et surtout d'une région à l'autre. Un EHPAD même privé, il est évidemment nettement moins cher dans les Vosges que dans les Hauts-de-Seine. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, une fois de plus, moi, je serais tout à fait défavorable à un paysage français où le secteur commercial serait ultra majoritaire. Je rappelle qu'il ne fait que 22%. Donc si le problème des EHPAD se résumait au caractère commercial des EHPAD, on serait pour 80% satisfait. La défenseuse des droits, Claire Hédon, a dit il y a une dizaine de jours que sur l'ensemble des plaintes pour maltraitance, ou de plaintes en général, qu'elle reçoit... C'est même un rapport qu'elle a écrit, qui a été publié en mai 2021. 50% des plaintes viennent du secteur public, 25% du secteur associatif, 25% du secteur commercial. Soit exactement à la virgule près la proportion des établissements en France. Donc s'il y a bien, quelque chose qui est normalement distribué entre les établissements, c'est bien les plaintes des familles. Et dernière phrase, c'est qu'il faut faire toujours attention. Et ça, peut-être que ça va être ça, la vraie révolution du livre. C'est la place des familles, la parole des familles. Et les familles ont une parole qui est parfois une parole de colère, une parole de souffrance, et qu'il faut absolument dans notre pays organiser. Le bouquin peut-être peut y servir, une forme de participation des familles, de prise en compte de la parole des familles, qui ne soit pas que dans la colère, mais qui soit dans la construction du modèle de demain. Catherine Deroche, cette idée qui circule parmi les responsables politiques qu'il faudrait rendre tous les EHPAD publics. Non, enfin bon, ça c'est, je veux dire, que Fabien Roussel le dise, c'est pas un scoop, je dirais. Ils sont sur une notion plutôt anti-privé. Et moi, je voudrais pas que ce débat soit celui un peu du procès du privé, des dérives du capitalisme, même s'il y en a. Même si je suis LR, je suis pas forcément totalement fermée à des réflexions sur des dérives. Mais non, je pense que l'objet, c'est pas d'opposer public-privé, c'est en effet de voir comment l'organisation au sein du secteur fait que les résidents ont les soins et
l'hébergement et la qualité d'hébergement auquel ils ont droit. Alors, une fois que j'ai dit ça sur la médicalisation, moi j'entends ce que vous dites, c'est parfait, ça c'est le monde idéal. Moi je suis en train je vais rapporter à la commission d'enquête sur l'hôpital. On entend la souffrance des soignants dans les hôpitaux. On entend aussi la souffrance des soignants qui sont en parallèle dans le médico-social, dans les soins de suite. À chaque fois, on bute quand même sur un point important qui est celui du manque d'effectifs. Et qui met une tension considérable sur les publics. Et c'est vrai dans les établissements d'hébergement des personnes âgées. Et bien évidemment qu'à un moment... Et pourquoi la loi grand âge n'est jamais sortie? On a créé une 5e branche, dont il y a une ébauche. Les diagnostics, on les a faits depuis longtemps. Il y a eu des rapports. Il y a le rapport Libault, il y a le rapport El Khomri sur l'attractivité. On a le constat, on a les témoignages. Je me souviens de Roselyne Bachelot, quand elle était ministre de la Santé, qui avait lancé je ne sais plus comment ça s'appelait, des assises de l'autonomie, fait dans mon département. Je veux dire, les solutions, enfin, si on parle médical, le diagnostic, il est fait. Le problème, c'est le traitement et surtout le coût du traitement. Et pour l'instant, ça n'a jamais été résolu. La loi grand âge, elle n'est pas sortie. Pourquoi? Parce que le financement n'est pas assuré. Or, ça va être pareil pour l'hôpital. À un moment, il faut arrêter d'avoir des ratios d'encadrement qui sont à visée purement budgétaire. Des hôpitaux ont dû fermer des lits et étaient évalués sur leur capacité à réduire leur nombre de lits et leur nombre de soignants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des séjours de plus en plus raccourcis. Et comme il y a en EHPAD, sous une comparaison qui n'est pas vraiment parallèle, mais qui est aussi de personnes de plus en plus difficiles à prendre en charge. Et si on n'arrive pas à vouloir mettre les moyens pour résoudre ce problème, après les financements, ils peuvent être multiples, ils peuvent être à la fois de la solidarité, de l'assurantiel, il y aura des vrais débats, mais à un moment, il faut savoir où on met les priorités. Et je pense que le traitement de nos aînés, ça fait partie des priorités d'une société. Barbouquin. Alors d'abord, je souscris vraiment profondément à ce que vous venez de dire, parce que je crois que c'est ça le bon rebond de la crise d'aujourd'hui, c'est que ça permet de mettre ces sujets sur la table et de les trancher en ayant le courage politique de mettre les moyens nécessaires. Sur la question du secteur privé et public, écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la bourse. Ce qui est sûr, c'est que nationaliser les EHPAD privés, ça va coûter peut-être 15 milliards. Et moi, je dis au pouvoir public, si vous avez 15 milliards, mettez-les pour moderniser les établissements publics. Voilà. Et ce n'est pas seulement une fausse fenêtre, parce que autant, c'est vrai qu'il y a un peu plus de personnel, pas assez, mais un peu plus dans le secteur public. Les chiffres, on peut les discuter, mais ils sont là. Mais par contre, on a un énorme sujet de transformation et de modernisation de ces établissements. Et là, on a un sujet, et je dois dire quand même que si on ne change pas un peu certaines règles, et notamment le fait, alors, c'est un peu une antienne, mais on le dit souvent, mais aujourd'hui, c'est quand même assez étonnant de constater qu'un EHPAD public paye plus de cotisations sociales qu'un EHPAD privé. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et si demain, les pouvoirs publics rétablissaient l'équilibre là-dessus, ben là, je peux vous dire qu'on pourrait contractualiser sur des recrutements et des investissements. Donc, la situation actuelle, c'est pas pour lancer une grande alerte, etc. C'est pas qu'on aille vers la nationalisation. Je ne crois pas qu'on va aller vers la... C'est qu'à bas bruit, il se passe l'inverse. C'est-à-dire que si les établissements publics, on ne leur donne pas les moyens de leur modernisation, ben, il va y en avoir de moins en moins parce qu'ils seront petit à petit rachetés, repris, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet et il faut établir une équité, notamment dans les cotisations sociales. Et à ce moment-là, on pourra avoir une modernisation. Mais bon, voilà, moi je représente la fédération donc, des hôpitaux et des EHPAD publics. Et notre opposition, c'est pas de dire on veut la nationalisation intégrale, très clairement. On veut qu'on investisse dans les structures publiques. Alors, est-ce qu'il existe un modèle idéal? Je voudrais qu'on regarde un dernier extrait tous ensemble. C'est ce moment où on parle de l'EHPAD privé associatif, qui est la chute, la fin de votre reportage, Xavier Deleu, où les pensionnaires payent 2 300 € par mois et ils semblent mieux traités. Regardez. Ici, il y a 7 salariés pour 10 résidents. Cela permet une meilleure prise en charge, notamment pour les repas. Dans la grande salle là-bas, c'est tout des personnes qui n'ont pas besoin d'aide alimentaire
ou simplement couper la viande, ce que nos collègues font d'elles-mêmes. Elles vont couper la viande. Nous, on s'occupe plus particulièrement de la petite salle où on a essayé de faire des grandes tables communes. Et du coup, ça dure combien de temps le repas pour une personne, par exemple, qui a besoin d'aide? Autant de temps qu'ils ont besoin. Je dirais à peu près, je peux pas mesurer parce qu'il y a des personnes qui mangent vite, des personnes qui mangent lentement. Ils sont là dans un lieu de vie, ils sont chez eux. Donc si on les force, déjà on les force forcément. Il faudra se réveiller un jour, il faudra manger à midi, le petit déjeuner c'est à telle heure. On les force sur tellement de choses qu'on essaie de s'adapter sur beaucoup d'autres. Elle est jolie cette réponse, Xavier Deleu. Alors c'est la fin de ce reportage. Est-ce que c'est un peu le modèle idéal? Est-ce que c'est l'impression que ça donne? Bon, dans les témoignages qu'on a, souvent on a des directeurs d'établissements privés non commerciaux, donc mutualistes, etc., qui nous disent, ou des personnels qui nous disent, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même pression que l'on a dans les établissements à but commerciaux, où il faut vraiment faire attention. Donc là, c'est quoi la différence? EHPAD privé associatif, c'est quoi? C'est par exemple un EHPAD qui appartient à une mutuelle. Donc autant ça n'est pas public, ça n'est pas hospitalier, autant ça n'est pas un établissement qui est censé générer pour ses actionnaires des profits à la fin de l'année. Donc, mais vous savez, terminer là-dessus, ça participe plutôt d'une envie, je crois, de montrer qu'il y a de l'humanité dans ces établissements, qu'au fond, nous, on aimerait ne plus faire de documentaires là-dessus, on aimerait ne plus avoir à raconter des choses pareilles et que la vie soit heureuse pour chacun. Donc on va dans les endroits où on nous ouvre les portes pour essayer de montrer qu'il y a des gens qui sont bien. Moi, ce que je crains aujourd'hui encore avec ce débat, c'est que finalement, on se remette à déconsidérer, ou l'État en profite pour déconsidérer les EHPAD, desquels il se détourne ces dernières années, dans public ou privé, dans lequel il donne un peu moins de sous. Je vois que ça vous fait sourire, mais moi, c'est ça c'est ce que je crains un peu. Et puis que finalement, on se dise que voilà, l'idéal, c'est le secteur à domicile. Finalement, le maintien à domicile, on est tous d'accord, hein, les 3/4 des gens finissent leur jour à domicile, et c'est toujours mieux. En tout cas, beaucoup de monde considère que c'est mieux. Mais là encore, je pense, rendez-vous dans quelques années, et on s'apercevra de quoi, c'est qu'à avoir si peu. Là, au nouveau, l'État investit pour le maintien à domicile, mais encore trop peu. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez sur les murs de Paris, vous voyez des publicités pour Petit-Fils, par exemple, ou ailleurs en France pour Balme. Mais en fait, ce sont des structures qui appartiennent l'une à Corian, l'autre à Colisée. Et donc, en fait, aujourd'hui... Vous voulez dire que ces groupes investissent aussi le tout au domicile? Mais ils ont une bataille d'avance. Et au moment où on parle EHPAD, comme des cabris là, à sauter sur nos chaises, en fait, si vous voulez, le problème, il n'est pas là. Eux, ils sont déjà en train d'investir, ils font le maximum de leur chiffre d'affaires à l'étranger. C'est pour ça que je dis que ce sont des multinationales, avec l'argent public dont ils se sont gavés préalablement. Et puis, surtout, ils vont chercher les Français là où ils sont pour fabriquer. Ce n'est pas un secret polichinelle, c'est marqué sur leur site internet, ce qu'on appellerait un continuum qui va de l'aide à domicile, la gérontologie et puis l'EHPAD. Et puis la vraie question qui se pose, c'est est-ce que demain, on souhaite la privatisation de 22% ou de plus de la vieillesse en France ou pas? Alors, Luc Broussy, ce sera le dernier tour de table. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord avec le début. Après Xavier Deleu ne peut pas s'empêcher de toute façon de revenir sur sa marotte qui est le secteur privé commercial. Donc, ça tourne un peu en boucle. Mais si on revient et on prend un peu de hauteur, vous avez parfaitement raison de poser la question quasi anthropologique de ce qu'on veut demain. Voilà. Au moins que ça nous serve à cette réflexion. J'ai remis un rapport au gouvernement au mois de mai dernier, justement sur l'inverse. Comment faire en sorte que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible à domicile, à travers l'adaptation des logements, l'adaptation des villes, de l'urbanisme, de la façon de vivre ensemble dans les villes. 9000 personnes âgées meurent chaque année de chute domestique. Voilà, ça aussi c'est un drame. Donc évidemment. Mais vous savez comme moi que l'aide à domicile coûte très cher. Je veux dire, vous avez parlé de Petit-Fils, c'est extrêmement cher, ce sont des tarifs exorbitants. C'est pour ça que non, mais ça c'est une anecdote. L'immense majorité de services à domicile sont associatifs et publics. Alors là pour le coup à 90%. Donc c'est pas le danger de la commercialisation de l'aide à domicile. Pour l'instant on n'en est pas encore. On n'est pas encore complètement là. Et de toute façon c'est même pas le sujet. Le sujet c'est est-ce qu'à un moment donné on a des politiques publiques qui encourage le maintien à domicile, qui le facilite. Bon. Sachant qu'une fois de plus, ce n'est pas la panacée quand les petits frères des pauvres indiquent qu'il y a aujourd'hui dans notre pays 500 000 personnes âgées à domicile en situation de mort sociale tellement elles sont isolées. Et donc il faut redonner aussi sa lettre de noblesse à l'EHPAD qu'il faut améliorer. On a avec mon ami Jérôme Gage publié, vous l'avez dit, un document sur l'EHPAD du futur, parce que tout de suite, et on l'a fait il y a 6 mois, hein, il faut réinventer tout de suite. On aura toujours besoin d'établissements parce qu'il y a des personnes
psychiquement dépendantes qui ne pourront pas rester à la maison. Donc profitons de ça pour réinventer l'EHPAD, qu'il soit plus ouvert, évidemment armé de plus de personnel et beaucoup plus accueillant. Catherine Deroche. Oui, moi je pense que je n'aime pas bien cette opposition domicile-établissement. Je pense que le domicile, en effet, que l'on doit favoriser, sur lequel on doit mettre en effet des moyens financiers, des moyens humains pour maintenir des personnes à domicile, mais un domicile mal pris en charge peut être une forme de maltraitance. Et un un établissement peut être une solution. Donc je pense que je suis pas pour du tout domicile. Je pense qu'il y a un moment peut-être besoin d'établissement. En revanche, je pense qu'il faut vraiment faire des liens entre les établissements et le domicile. On parle beaucoup d'EHPAD ouverts sur la ville, ouverts sur le... Et surtout, il faut à un moment assurer quand même les moyens financiers pour que les personnes puissent finir leur jour soit à domicile, soit à un moment être placés en établissement parce que c'est mieux pour eux. Mais à un moment, il faut voir en effet qui finance, quelle est la part de la solidarité, quelle est la part de l'assurantiel, quelle est aussi la part des familles. Et ça va résoudre en partie aussi une partie d'un gros problème qui est celui de l'attractivité du métier, où vous aurez beau mettre le plus d'établissements et les plus beaux schémas, si vous n'avez pas le personnel pour être au chevet du résident et d'un résident de plus en plus dépendant, vous n'y arriverez pas. Marc Bourquin, le mot de la fin. Oui, je crois qu'il faut essayer de faire, j'allais dire, de nécessité-vertu. Il faut qu'on arrive, à l'occasion de cette crise, à sortir au fond de deux cercles vicieux. Le premier cercle vicieux, c'est de penser que tous les EHPAD sont maltraitants. Et pour répondre à ça et renouer la confiance, il faut deux choses. Il faut les transformer en profondeur, il faut en augmenter les moyens et il faut assurer la transparence des moyens publics. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Et je dirais la deuxième chose, c'est de dire, eh bien, on a un besoin, parce que la démographie l'impose, de faire un investissement collectif sur le grand âge qui suppose d'assurer l'attractivité des métiers, parce que c'est parce qu'aujourd'hui ces métiers ne sont pas attractifs que ça devient difficile de recruter. Et pour ça, il faut que collectivement, la nation décide d'apporter des moyens complémentaires dans ce secteur de manière à assurer une existence digne à domicile comme en établissement. Et on s'arrêtera sur ces pistes, ces perspectives, comme toujours dans cette émission. Merci infiniment à tous les 5. Merci Marie-Hélène Lanier d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Merci à tous les 4 ici en plateau d'y avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un Monde en Doc. Merci.